Imaginez, vous entrez chez le concessionnaire, tout excité. Vous avez passé des mois à faire des recherches, à comparer les prix, à lire des avis, et enfin, vous signez le contrat pour la voiture de vos rêves. Neuve, rutilante, sentant le neuf, avec une garantie de 3 ans. Vous vous sentez invincible. 3 ans plus tard, la voiture commence à avoir un petit problème, rien de grave, mais il vous faut une pièce spécifique. Vous appelez le concessionnaire et découvrez que la marque a disparu. Les pièces ne sont plus fabriquées, le support technique est inexistant et la valeur de revente de votre voiture a chuté aux 2/3 de son prix d'achat. Un véritable cauchemar et pourtant, c'est la réalité pour plusieurs marques qui, en apparence, semblent solides. Le problème, c'est que pour le consommateur lambda, il est difficile de faire la différence entre une marque qui traverse des difficultés passagères et une marque en pleine crise. Les vendeurs sont toujours souriants, les showrooms toujours ouverts, et les vendeurs affichent toujours leur bonne humeur. Mais derrière ces apparences trompeuses, les chiffres racontent une toute autre histoire. Aujourd'hui, vous allez découvrir 13 marques automobiles au bord du gouffre financier. Et croyez-moi, les dernières de cette liste vont vous surprendre, car ce sont des noms que vous n'auriez jamais imaginé voir disparaître. Avant de signer votre prochain contrat, il est essentiel de savoir reconnaître les signes avant-coureurs indiquant qu'une marque est en grande difficulté. Nissan. Eh oui, Nissan. Pour ceux d'entre nous qui ont grandi dans les années 90 et 2000, c'est difficile à accepter. Nissan nous a offert la 350Z, la GT-R, la Skyline, des voitures devenues des légendes de la culture automobile. Mais la réalité actuelle est brutale. Les ventes mondiales de Nissan ont chuté de 25% ces 2 dernières années. Il ne s'agit pas d'une correction de marché, mais d'un effondrement. Et les problèmes sont nombreux et profonds. Tout d'abord, les transmissions CVT de Nissan ont acquis une très mauvaise réputation en raison de leur défaillance prématurée. Les conducteurs signalent des problèmes avant même d'avoir parcouru 100 000 km, chose impensable pour une marque japonaise. Deuxièmement, le scandale Carlos Ghosn. Leur ancien PDG a été arrêté puis a fui le Japon dans des circonstances dignes d'un film, a gravement nui à l'image de l'entreprise. Troisièmement, l'alliance avec Renault et Mitsubishi, censée générer des synergies et réduire les coûts, ne fonctionne tout simplement pas comme prévu. Les 3 marques peinent individuellement sans tirer pleinement profit de leur collaboration. Quatrièmement, la gamme Nissan paraît complètement dépassée par rapport à Toyota et Honda. Alors que ses concurrents lancent des hybrides innovants et des technologies de pointe, Nissan continue de vendre des modèles vieux de 5 ans avec de simples retouches esthétiques. Cinquièmement, leur stratégie en matière de véhicules électriques est faible. La Leaf, pionnière à l'époque, est aujourd'hui largement surclassée par Tesla, Hyundai, Kia et même Chevrolet. Ils n'ont pas réussi à lancer un successeur convaincant. Sixièmement, Nissan est trop dépendant du marché nord-américain, et c'est précisément là que ses difficultés sont les plus importantes. Ils ont fermé des usines en Europe et réduit leurs activités à l'échelle mondiale. La valeur de revente d'une Nissan diminue plus rapidement que celle de tout autre constructeur japonais. Une Nissan de 3 ans perd proportionnellement plus de valeur qu'une Toyota ou une Honda équivalente. Acheter une Nissan neuve en 2026 est un pari risqué, car rien ne garantit que la marque bénéficiera du même soutien dans 5 ans. Dodge. Plus précisément, Dodge, et non l'ensemble du groupe Stellantis, est en grand danger. La marque est prise au piège d'une crise d'identité insoluble. Toute sa réputation reposait sur des muscles cars au rugissement de V8. Mais cette époque est révolue. La Challenger et la Charger, ces 2 piliers, ont été abandonnés sans remplaçante capable de susciter le même engouement. Stellantis a promis des versions électriques, mais les fans de Dodge ne veulent pas de voitures électriques. Ils veulent une grosse cylindrée et un son d'échappement assourdissant. Le pari du Hornet, un SUV compact, a été un échec commercial retentissant. Personne qui souhaite acheter une Dodge ne recherche un SUV italien rebadgé. Les ventes ont chuté de 40% ces 3 dernières années, une baisse catastrophique. Stellantis, le conglomérat propriétaire de Dodge, privilégie d'autres marques rentables comme Jeep et Ram. Dodge est devenue la marque oubliée du groupe. Sa réputation de fiabilité est également sujette à caution. Problèmes électriques récurrents et défaillances prématurées de la transmission
sont des plaintes fréquentes. Dodge est absente des segments clés. Il ne propose pas de SUV compact compétitif, ni d'hybride, ni de berline familiale. Leur dépendance totale au marché américain est dangereuse. Ils sont absents d'Europe et quasiment invisibles en Asie. Leur avenir repose entièrement sur leur capacité à convaincre les Américains nostalgiques d'acheter des muscles-cars électriques, une proposition qui paraît absurde dit comme ça. Le risque que Stellantis abandonne purement et simplement la marque Dodge dans les 5 prochaines années est réel et élevé. Ce ne serait pas la première fois qu'un conglomérat décide qu'une marque historique ne vaut pas la peine d'être conservée si elle n'est pas rentable. Subaru. Cette nouvelle sera difficile à accepter pour beaucoup, car Subaru bénéficie d'une clientèle extrêmement fidèle. Mais la réalité est que Subaru est une marque de niche qui a survécu pendant des décennies grâce à cette fidélité fanatique. Et aujourd'hui, cette clientèle vieillit sans se renouveler. Le problème est complexe. D'abord, son catalogue est limité et répétitif. Des SUV, encore des SUV, une berline et un coupé. Il n'y a pas de véritable innovation. Deuxièmement, le moteur Boxer, qui faisait sa renommée, souffre désormais de sérieux problèmes de fiabilité. Plusieurs modèles récents ont présenté une consommation d'huile excessive, un fait documenté dans des recours collectifs. Troisièmement, alors que le marché automobile mondial est en pleine croissance, les ventes de Subaru stagnent. La marque ne profite pas de la dynamique du marché. Quatrièmement, sa stratégie en matière d'électrique est quasi inexistante. La Solterra, développée en partenariat avec Toyota, a été un échec commercial retentissant. Personne ne l'achète. Cinquièmement, et justement à propos de Toyota, ce partenariat ne génère pas les bénéfices escomptés. Subaru reste marginal. Sixièmement, la marque perd l'identité qui faisait sa singularité. Son système de transmission intégrale n'est plus un atout distinctif, car la quasi-totalité des constructeurs en proposent. Septièmement, et c'est le plus inquiétant, les jeunes acheteurs ne se sentent tout simplement pas concernés par la marque. Subaru est perçue comme la marque de la génération plus âgée, des personnes vivant en zone rurale ou pratiquant le camping. Les millennials et la génération Z, à la recherche de leur première voiture, ne considèrent pas Subaru. Sans renouvellement générationnel, une marque s'éteint lentement. L'avenir de Subaru est incertain sans une refonte radicale, qui, honnêtement, ne semble pas être à l'ordre du jour. Infiniti. Il s'agissait de la division haut de gamme de Nissan, censée rivaliser avec Lexus, BMW et Mercedes. Spoiler alert, elle n'y est jamais parvenue. Infiniti a vu le jour avec de grandes promesses, dans les années 1990, mais 30 ans plus tard, force est de constater son échec. Le signe le plus alarmant est son retrait complet d'Europe. Lorsqu'une marque premium ne parvient pas à se maintenir sur les marchés européens où le luxe automobile est une tradition, c'est un aveu d'échec. Aux États-Unis, son principal marché, les ventes se sont effondrées, passant de 100 000 unités par an à peine 40 000. Une chute libre. Son catalogue est obsolète, sans mise à jour significative depuis des années. Alors que la concurrence allemande renouvelle ses modèles tous les 4 ans, Infiniti continue de vendre les mêmes voitures avec quelques retouches mineures. La marque n'a pas su se forger une identité claire. Qu'est-ce qu'Infiniti? Ce n'est pas plus luxueux qu'une Mercedes, pas plus fiable qu'une Lexus, pas plus sportif qu'une BMW et pas moins cher que les modèles allemands d'occasion. Ils sont dans une impasse qui n'attire personne. Les promesses de modèles hybrides et électriques ne se sont jamais concrétisées. Ils ont annoncé un avenir électrifié il y a 5 ans et il n'y a toujours aucun produit. La dépréciation d'une Infiniti est brutale, pire que celle de n'importe quelle autre marque premium. On en achète une neuve à 50 000 € et en 3 ans, elle n'en vaut plus que 20 000. Le réseau de concessionnaires se réduit d'année en année. Dans de nombreuses villes, il n'y a plus aucun concessionnaire Infiniti. Le service après-vente à long terme est incertain. Si la marque disparaît dans 5 ans, où faire entretenir sa Q50? Acheter une Infiniti en 2026, c'est littéralement signer un contrat pour une dépréciation accélérée et des problèmes futurs. Mitsubishi, de légende du rallye avec la Lancer Evolution à marque totalement insignifiante en seulement une décennie. C'est une chute spectaculaire qui devrait être étudiée dans les écoles de commerce comme exemple de destruction de marque. La Lancer Evolution, ce monstre du rallye qui rivalisait avec la Subaru STI et remportait des championnats,
a été abandonnée sans successeur sportif. Cette décision a anéanti l'âme de la marque. La gamme actuelle de Mitsubishi est médiocre et peu attrayante. La Mirage était considérée comme l'une des pires voitures de sa catégorie par la quasi-totalité des publications automobiles. Elle manque de puissance, ses finitions sont médiocres et sa technologie est obsolète. L'Outlander est médiocre dans un segment pourtant riche en excellentes options. Les ventes mondiales de Mitsubishi ont chuté de 14% en une année où le marché automobile global était en croissance. Cela signifie que non seulement la marque n'a pas progressé, mais qu'elle a activement perdu des parts de marché. La dure réalité, c'est que Mitsubishi ne survit que grâce à son alliance avec Renault et Nissan. Sans ce soutien extérieur, elle serait en faillite. Elle n'a pas les ressources nécessaires pour être compétitive seule. L'innovation technologique est pratiquement inexistante. Alors que les concurrents japonais comme Toyota et Honda sont leaders sur le marché des hybrides et Honda en matière de technologie de conduite, Mitsubishi n'offre rien de nouveau. Les jeunes ne rêvent plus de Mitsubishi comme les générations précédentes rêvaient de l'Evo. Ils ont complètement perdu ce lien émotionnel. Leur présence est purement symbolique sur la plupart des marchés. Ils existent, mais ils n'ont aucune importance. L'Outlander PHEV est son seul produit encore pertinent. Un hybride rechargeable qui se vend correctement, mais pas suffisamment pour assurer la pérennité de la marque. Mitsubishi est devenue une marque secondaire, sans avenir clair ni positionnement défini sur le marché actuel. Jaguar. Parler de Jaguar, c'est évoquer l'élégance britannique réduite à l'ombre d'elle-même. Pendant des décennies, Jaguar a été synonyme de sophistication, des voitures alliant luxe et sportivité dans des proportions parfaites. La Type E est considérée comme l'une des plus belles automobiles jamais créées. Mais cette splendeur appartient au passé. Aujourd'hui, Jaguar est en train de mourir, et les signes sont impossibles à ignorer. Les ventes se sont effondrées sur tous les principaux marchés. En Europe, où elle était jadis une icône de style, ces chiffres sont catastrophiques. Aux États-Unis, on en croise rarement. La décision la plus récente de la marque est de passer au tout électrique d'ici 2025. En abandonnant tous ces modèles à moteur thermique. Cela semble audacieux, mais en réalité, c'est un pari désespéré. C'est l'équivalent automobile de miser tout sur le rouge à la roulette parce qu'on n'a plus de jetons. Le catalogue a été réduit au minimum, les modèles étant abandonnés les uns après les autres sans remplaçant convaincant. La F-Type, sa voiture de sport emblématique, a été retirée du catalogue. Les berlines XE et XF ont pratiquement disparu. Il ne reste que quelques SUV, dont personne ne veut vraiment. Et voici le problème fondamental. Jaguar n'a jamais vraiment réussi à rivaliser avec les constructeurs allemands. Tandis que BMW, Mercedes et Audi innovaient et élargissaient constamment leur gamme, Jaguar stagnait avec des modèles qui n'offraient ni le même niveau de technologie, ni, plus important encore, la même fiabilité. La réputation de fiabilité de Jaguar est historiquement déplorable. Les enquêtes de satisfaction et les études de fiabilité placent systématiquement Jaguar en dernière position. Acheter une Jaguar, c'était s'attendre à passer beaucoup de temps au garage. Les tentatives d'électrification avec l'i-Pace étaient audacieuses, mais insuffisantes. l'i-Pace a remporté des prix à son lancement, mais ses ventes n'ont jamais vraiment décollé. Et elle est aujourd'hui complètement éclipsée par des concurrents comme Tesla, l'Audi e-tron et la Mercedes EQC. Jaguar est dépendante de Jaguar Land Rover et le groupe mère connaît lui-même de graves difficultés financières. Si JLR fait faillite, Jaguar disparaît avec elle. Maserati. Le trident italien qui symbolisait autrefois le luxe, l'exclusivité et le style représente désormais un mauvais investissement. Maserati a complètement perdu le cap. Le problème n'est pas que ces voitures soient laides, car elles ne le sont pas. Le problème, c'est qu'elles coûtent aussi cher qu'une Mercedes sans en offrir la qualité. Cette équation est tout simplement intenable. La Ghibli et le Levant, ces modèles phares, ont été vivement critiqués pour leurs intérieurs qui ne justifient pas leur prix. Des plastiques qui ne font pas haut de gamme, une technologie dépassée, des finitions qui ne sont pas à la hauteur de la concurrence. On paie 80 000 € pour une Ghibli et on se retrouve avec un intérieur digne d'une voiture à 40 000 €. La fiabilité est douteuse sur tous ces modèles récents. Les enquêtes auprès des propriétaires révèlent des problèmes électriques, des pannes du système d'infodivertissement et des composants qui tombent en panne prématurément.
Les ventes sont minimes et ne se maintiennent que grâce à la nostalgie des acheteurs ou à ceux qui veulent quelque chose de différent et qui sont prêts à prendre des risques. La technologie est à la traîne par rapport à ses concurrents directs. Une Mercedes classe E offre des systèmes d'aide à la conduite plus avancés, une meilleure connectivité et des moteurs plus raffinés. Côté moteur, ceux de Maserati sont puissants, c'est indéniable. Mais ils ne sont pas aussi raffinés que les Allemands. Ils ont une belle sonorité, du caractère, mais la douceur et le raffinement laissent à désirer. L'opinion publique est claire. Maserati est un luxe risqué, coûteux à entretenir. Nul n'ignore que les coûts d'entretien et de réparation d'une Maserati sont supérieurs à la moyenne, même dans le segment premium. Et la dépréciation est brutale. Une Ghibli neuve qui coûte 70 000 € n'en vaut plus que 40 000 au bout de 2 ans. C'est l'un des taux de dépréciation les plus élevés du segment. Genesis, la marque haut de gamme de Hyundai, censée conquérir le monde du luxe. Spoiler alert, c'est un échec. Techniquement, Genesis propose de bons produits. Les G70, G80 et G90 sont des voitures bien conçues, bien équipées et à prix compétitif. Mais les points positifs s'arrêtent là. Le problème fondamental est que Genesis mène un combat perdu d'avance contre les marques allemandes, dont le prestige s'est construit sur des décennies. Convaincre quelqu'un qui peut s'offrir une BMW Série 5 ou une Mercedes classe E d'acheter une Genesis G80 relève du miracle. Le statut ne s'acquiert pas avec de bons produits. Il se construit avec le temps. Et Genesis n'a pas ce temps. La dépréciation d'une Genesis est absolument catastrophique. Probablement le pire investissement du segment premium. Vous achetez une G80 à 60 000 $ et, 3 ans plus tard, elle n'en vaut plus que 25 000. C'est désastreux. Les ventes hors de Corée du Sud sont négligeables. Aux États-Unis, leur principal marché cible, ils en vendent à peine quelques dizaines de milliers, tandis que Mercedes et BMW en vendent des centaines de milliers. Les acheteurs capables de s'offrir une voiture de luxe ne considèrent tout simplement pas Genesis comme une véritable alternative. Ils peuvent y jeter un œil, l'essayer, mais au final, ils signent le contrat avec le constructeur allemand. Les problèmes logiciels et de fiabilité des modèles récents ont terni son image au moment même où la marque avait besoin de se forger une réputation. On a signalé des blocages du système d'infodivertissement, des problèmes de caméra et de capteurs, ainsi que des pannes électriques. Leur tentative de percer le marché des SUV avec les GV80 et GV70 ont donné des résultats mitigés. Ce sont de bons produits, certes, mais ils ne suscitent pas l'enthousiasme nécessaire. Le réseau de concessionnaires est limité, ce qui nuit à l'expérience client. Alfa Romeo, la passion italienne dans sa forme la plus pure et la plus problématique. Alfa Romeo vend de l'émotion, de l'histoire, un design spectaculaire. Mais elle ne vend pas la fiabilité, et c'est là son péché originel. La réputation historique d'Alfa Romeo est celle de fabriquer de belles voitures, mais fragiles. Cette réputation perdure depuis des décennies, et la marque n'a jamais réussi à s'en défaire car elle reste fondée. La Giulia et le Stelvio, leurs modèles phares actuels, n'ont même pas approché les ventes prévues. Stellantis espérait que ces modèles revitaliseraient la marque, mais les chiffres sont décevants. Aux États-Unis, sa présence est minime. En Europe, qui devrait être son marché naturel, les performances ne sont pas à la hauteur des attentes. La qualité de fabrication est discutable comparée aux voitures allemandes ou japonaises. Les panneaux ne sont pas parfaitement alignés, les matériaux intérieurs ne sont pas haut de gamme et de petits détails trahissent une ingénierie médiocre. Des pannes prématurées sont constatées sur plusieurs modèles. Problèmes électriques, capteurs défectueux et composants qui s'usent prématurément. Stellantis, le groupe propriétaire d'Alfa Romeo, manque de stratégie claire pour la marque. Quelle est la place d'Alfa Romeo au sein du vaste portefeuille de Stellantis? C'est flou. Les promesses en matière d'électrique restent vagues sans produits concrets. Ils annoncent un avenir électrifié mais ne présentent aucune voiture. Acheter une Alfa Romeo est un véritable pari. Vous pouvez posséder une voiture spectaculaire qui vous donne le sourire chaque jour, ou bien vivre un véritable cauchemar avec des visites fréquentes chez le garagiste. Les coûts d'entretien sont supérieurs à la moyenne, même comparés à ceux d'autres marques haut de gamme. De plus, l'investissement est risqué, sans aucune garantie de suivi.
Si Alfa Romeo disparaît ou que sa production est arrêtée, votre voiture deviendra une pièce de musée sans réelle valeur de revente. Ce qui rend le cas d'Alfa Romeo particulièrement frustrant, c'est le potentiel gâché. La Giulia Quadrifoglio, sa version haute performance, est objectivement l'une des meilleures berlines sportives jamais créées. Elle peut rivaliser avec la BMW M3 sur circuit, et ce, avec un style italien incomparable. Mais ce seul point fort ne suffit pas à sauver la marque. Le problème est systémique. Alfa Romeo séduit les acheteurs par le coup de cœur, pas par la raison. Et ces acheteurs passionnés finissent par se lasser des visites fréquentes au garage, des problèmes électroniques récurrents et des pièces détachées 2 fois plus chères que pour les marques allemandes. Stellantis possède un portefeuille de marques trop important et doit le rationaliser. Avec ses ventes médiocres et ses marges douteuses, Alfa Romeo est une candidate idéale pour un arrêt de production. Lincoln. Le luxe américain traditionnel, prisonnier du passé, incapable d'évoluer. Pendant des décennies, Lincoln a été un symbole de prestige, la voiture des présidents et des hommes d'affaires prospères. Mais aujourd'hui, c'est une marque d'une autre époque, déconnectée des jeunes acheteurs. Lincoln dépend presque exclusivement des SUV pour survivre. L'Aviator, le Nautilus, le Corsair et le Navigator constituent l'essentiel de sa gamme. Et parmi ceux-ci, seul le Navigator se distingue réellement. Ce grand SUV de luxe rivalise avec le Cadillac Escalade et les SUV allemands, mais même sur ce segment, il est à la traîne. L'Escalade le surpasse en termes de vente, et les Allemands offrent un raffinement supérieur. Lincoln a complètement perdu son identité. Que représente Lincoln aujourd'hui? La marque n'a aucun argument de différenciation clair. Elle n'est ni la plus luxueuse, ni la plus technologiquement avancée, ni la plus sportive, ni la plus fiable. Elle est en pleine mutation. Ses ventes internationales, hors des États-Unis, sont quasi inexistantes. Elle ne se vend pas en Europe et est invisible en Asie. La tentative de percer en Chine, marché crucial pour les marques de luxe, a été un échec retentissant. Malgré des millions investis, la marque n'est pas parvenue à s'y implanter. L'image publique est désastreuse. Lincoln est une marque pour les grands-parents, un vestige d'une autre époque. Les jeunes n'aspirent plus à posséder une Lincoln comme leurs aînés. La gamme est restreinte et n'a subi aucune mise à jour significative. Les modèles actuels n'ont pas connu de changement majeur depuis des années. La stratégie en matière de véhicules électriques est fragile et aucun produit attractif ne se profile à l'horizon. Ford, propriétaire de Lincoln, pourrait décider d'abandonner la marque à tout moment si les résultats ne s'améliorent pas. Ils l'ont déjà fait avec Mercury. Ils pourraient le faire avec Lincoln. Acheter une Lincoln en 2026 est un investissement risqué, à l'avenir incertain. Rien ne garantit que la marque existera encore avec le même soutien dans 5 ans. Le problème de Lincoln dépasse le simple cadre de ses produits. Il s'agit d'une crise existentielle pour la marque. Dans les années 1950 et 1960, Lincoln incarnait le rêve américain accompli. Aujourd'hui, elle représente une nostalgie déconnectée de la réalité. Ces 20 dernières années, Ford a tenté à plusieurs reprises de relancer Lincoln, promettant à chaque fois une transformation radicale. Toutes sont échouées. La marque a essayé de concurrencer les berlines de luxe, mais sans succès face aux constructeurs allemands. Elle s'est ensuite repliée sur les SUV, espérant y trouver sa voie, mais là encore, sans succès. La Continental, sa dernière berline haut de gamme, a été retirée du marché après seulement 4 ans, faute de ventes suffisantes. Smart. L'idée était révolutionnaire. De petites citadines faciles à garer, économes en carburant et dotées d'un design charmant qui les rendait uniques. Et ça a fonctionné un temps. Les Smart sont devenus des icônes des villes européennes. Mais cette époque est révolue. Aujourd'hui, Smart est un échec commercial retentissant. Ces charmantes citadines ont été complètement dépassées par la concurrence qui offre plus pour moins cher. Elles ne sont pas bon marché comparées aux alternatives, elles ne sont pas plus fonctionnelles et elles ne sont pas mieux équipées. Mercedes, propriétaire de Smart, a misé sur l'électrification totale, sans succès. La marque a transformé Smart en une marque 100% électrique, pensant qu'elle représenterait l'avenir. Mais les modèles électriques sont une autonomie limitée, entre 130 et 160 km, et des prix injustifiés. On paie 25 000 € pour une voiture qui n'est bonne qu'en ville et dont l'autonomie est un frein constant. Les ventes s'élèvent à 38 000 unités par an dans le monde. Un chiffre négligeable qui témoigne d'un déclin prolongé. À titre de comparaison,
Tesla en vend plus d'1 million. Smart a été officiellement retirée du marché de nombreux pays. Elle a disparu des États-Unis ainsi que de plusieurs marchés asiatiques. Mercedes considère Smart comme un laboratoire urbain expérimental et non comme une véritable entreprise rentable. Le constat est clair. La Smart est mignonne, mais ce n'est pas un achat judicieux. Les coûts d'entretien sont élevés compte tenu de ses caractéristiques et la dépréciation est brutale. On en achète une neuve à 25 000 €. Et au bout de 2 ans, elle ne vaut plus que 10 000 €. La solution urbaine du futur est devenue un échec retentissant. La Smart illustre ce qui arrive lorsqu'une bonne idée est mal mise en œuvre et que le marché prend le dessus. L'échec de la Smart est révélateur d'une leçon plus générale pour l'industrie automobile. Les idées séduisantes ne suffisent pas. Smart avait un concept brillant sur le papier, un design adorable et un marketing astucieux. Mais tout cela n'a servi à rien lorsque les consommateurs ont évalué son adéquation à leur mode de vie. Une Smart n'a de sens que si vous vivez dans un centre-ville européen congestionné, que vous ne quittez jamais la ville, que vous n'avez ni famille, ni gros animaux de compagnie et que vous êtes prêt à payer un prix élevé pour la facilité de stationnement. Ce créneau est extrêmement restreint. Mercedes a perdu des milliards avec Smart pendant des décennies. Chaque unité vendue représentait une perte nette. La marque a persisté par simple orgueil et dans l'espoir de trouver un jour la formule gagnante. En vain. La transition vers le tout électrique fut une ultime tentative désespérée, qui se solda elle aussi par un échec. Aujourd'hui, Smart est une marque zombie. Elle existe techniquement, mais sans véritable raison d'être. C'est une expérience ratée que Mercedes maintient en vie pour des raisons qui lui sont propres. Pour les acheteurs, Smart représente le pire choix possible. Un prix élevé, des fonctionnalités limitées, une dépréciation catastrophique et un avenir incertain. Ces 13 marques se dirigent vers le gouffre pour différentes raisons. Certaines souffrent d'une baisse de qualité, d'autres n'ont pas su s'adapter à l'évolution du marché, et plusieurs ne parviennent pas à maintenir le prestige historique dont elles jouissaient autrefois. Investir dans l'une de ces marques en 2026 est un pari risqué. Une dépréciation accélérée est inévitable. Le soutien futur est incertain si la marque disparaît ou réduit ses activités. Les pièces détachées pourraient devenir introuvables d'ici 5 ans. Alors, selon vous, laquelle de ces 13 marques disparaîtra en premier? Dites-le nous dans les commentaires. Et avant de signer ce contrat chez le concessionnaire, faites vos recherches. Ne vous laissez pas séduire par un simple logo clinquant ou une publicité accrocheuse. Les chiffres révèlent la vérité que le marketing dissimule. Un logo prestigieux n'est pas gage de réussite.